Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée à parler magie. On va parler célébration. Alors, on ne parlera pas des sabbats cette fois-ci. Déjà parce que je pense que c'est quelque chose que vous connaissez tous plutôt bien. Bon, sauf si vous voulez qu'on y revienne. N'hésitez pas à me demander d'ailleurs, même si vous voulez une vidéo sur un sujet particulier, il n'y a pas de souci. On va parler aujourd'hui des esbats. Alors ces esbats qui sont souvent vus comme des célébrations mineures, facultatives entre guillemets, qui ne sont pas fêtées par tous les païens, déjà parce qu'elles sont assez nombreuses, ensuite parce qu'elles sont peut-être un peu plus contraignantes, bref on va voir pourquoi. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un esbat? Parce que bon, je vous parle d'esbat depuis tout à l'heure, mais si on ne définit pas ce que c'est exactement, l'intérêt est un peu moindre. Un esbat, c'est tout simplement une célébration de la pleine lune. Alors pourquoi célébrer la pleine lune? Parce que bon, on sait que la lune est certainement l'astre qui a le plus d'influence sur la planète. Il suffit de regarder son influence sur les marées, sur la pousse des légumes et des végétaux, même sur la pousse de nos cheveux, hein, tout simplement. On célèbre donc forcément la lune. Et j'ai tendance à toujours recommander, au niveau des correspondances temporelles, des correspondances planétaires, des correspondances de jour, à toujours accorder l'importance majeure, si je puis dire, à la phase de la Lune. Tout simplement à cause de cette influence majeure qu'elle a sur nous et qu'un astre comme Jupiter, par exemple, ne peut pas revendiquer avoir sur notre planète. Bref. Alors, célébrer la Lune, ok, on voit pourquoi. Pourquoi célébrer la pleine Lune? Tout simplement parce que c'est sans doute la phase où la Lune nous parvient enfin dans sa totalité, puisqu'on la voit enfin comme une sphère, comme la sphère qu'elle est réellement. Elle n'est plus masquée par l'ombre de la Terre, parce qu'on sait, je vous rappelle au passage, que la Lune n'émet pas de lumière propre, contrairement à ce que certains peuvent penser. Pas vous, j'imagine, mais bon, j'en ai croisé. Elle est éclairée par le soleil, en réalité. Et c'est notre ombre, l'ombre de la Terre, qui va lui donner ces formes différentes de croissants, plus ou moins étendues, jusqu'à arriver enfin à un moment où elle est pleinement éclairée, où on la voit dans son cercle parfait, et ce moment, c'est la pleine lune. Et ça marque, par conséquent, son apogée. C'est pour ça qu'on célèbre plus particulièrement les pleines lunes de l'année, qu'on appelle donc esbats. Alors, ces esbats, ce sont des célébrations qui sont principalement féminines. Oui, puisque la lune est considérée, chez nous, dans nos traditions, comme un astre plutôt féminin, associé au cycle menstruel, associé au changement de la femme, associé aux 3 âges de la femme. Le croissant ascendant va symboliser la jeune fille, la pleine lune va symboliser la mère, la lune décroissante va symboliser la femme qui vieillit, et enfin la nouvelle lune va représenter la mort qui va enfin donner naissance à un nouveau cycle. On voit le lien avec la vie, le lien avec la femme. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'un esbat ne peut pas être célébré par un homme. On est d'accord. Donc ces esbats célèbrent chaque pleine lune de l'année. On est sur un calendrier qui est solaire. Le calendrier lunaire, lui, ne nous donnerait pas 12 mois, mais en fait 12 3/4, presque 13, si on s'y fiait, puisque techniquement, dans une année civile, des pleines lunes, il y en a 13. Tout comme les sabbats, donc ces célébrations temporelles accompagnent un cycle qui est un cycle naturel. Et par conséquent, chaque esbat va porter un nom différent et va représenter une phase différente de l'année, en fonction du moment. Ces célébrations sont l'occasion souvent de rituels qui sont plutôt forts et qui visent plutôt à honorer des déités, à accroître le développement spirituel, à développer le savoir-faire magique. Alors, généralement, il y a 12 esbats par an et souvent, comme je vous l'ai dit, il peut y en avoir 13. Donc, ne vous fiez pas aux 12 mois du calendrier, fiez-vous plutôt aux pleines lunes en elles-mêmes. La plupart du temps, on décompte les esbats à partir de la pleine lune la plus proche de Samhain. Alors oui, je prononce Samhain. Je sais que beaucoup prononcent Samhain. Non, je prononce Samhain tout simplement parce que je le prononce à l'irlandaise, parce que c'est comme ça que je l'ai appris, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, si je vous parle de Samhain, je vais vous parler
en fait, du 31 octobre, hein, de ce fameux sabbat. Pourquoi est-ce qu'on va commencer à décompter les esbats à partir de là? Tout simplement parce que chez les Celtes et chez la plupart des païens, c'est le commencement de la nouvelle année. Donc c'est pas plus recherché que ça. Donc ce sera la pleine lune la plus proche de cette fête-là en octobre. Je vais modifier un tout petit peu la caméra parce qu'il y a trop de lumière. Voilà. Donc ce premier esbat, l'esbat donc qui tombe au plus proche de Samhain, on l'appelle généralement l'esbat du sang. Oh, l'esbat du sang. Pourquoi? Parce que c'est Halloween, parce que ça fait peur? Pas du tout. En fait, parce que c'était tout simplement l'époque où dans l'ancien temps, même il n'y a pas si longtemps que ça, on abattait les animaux, et surtout les porcs, pour commencer à engranger de la viande pour l'hiver. Donc c'était un moment plutôt sanglant de l'année, et qui était marqué donc par cette pleine lune-là. Alors c'est un moment de renouveau, évidemment, puisqu'il marque le début d'une nouvelle année, qui est propice à l'élaboration de nouveaux buts, de résolutions, à la spiritualité, et aussi, bien sûr, puisqu'il est proche de Samhain, à la divination. Donc c'est ça qui est... il est très marqué par ce sabbat. Hein. C'est surtout quand plus il en est proche, plus il va en être marqué. Donc en fait, c'est l'heure de faire le bilan de l'année écoulée pour faire table rase donc de tout ce qui est inutile, des énergies négatives qui sont issues du passé, de l'année écoulée. C'est un moment d'introspection. C'est un moment que je trouve relativement solitaire et qui est propice au lâcher-prise, qui est vraiment idéal pour les rituels qui concernent la justice, l'équilibre, l'harmonie intérieure et le souvenir des anciens aussi, qui est important et qui est très prégnant à l'époque de Samhain. Donc après cet esbat du mois d'octobre, on a l'esbat du mois de novembre, que moi j'appelle... alors ils ont tous des noms qui peuvent varier, hein. Après je vous donne les noms les plus connus et ceux que moi je préfère personnellement. Après libre à vous de faire comme vous voulez, comme d'habitude. Hein. L'esbat des longues nuits, oui parce que c'est à cette époque-là que la nuit devient vraiment beaucoup plus longue que le jour. Qu'on appelle aussi l'esbat des deuils en novembre, hein, d'où la fête des morts. L'esbat des deuils, ça fait tout sens. Donc là, c'est un moment un petit peu de transition entre l'automne et l'hiver. Chez les Celtes, je vous rappelle que l'hiver commençait à Samhain. Que Samhain n'était pas forcément fêté le 31 octobre, mais tout simplement au premier gel. Donc, c'est l'entrée dans l'hiver. Donc, c'est une période de transformation. C'est la dernière période d'abondance, en fait, avant la saison froide. C'est un moment idéal, donc, aussi pour la divination, hein, toujours l'influence de Samhain, mais aussi pour les rites de prospérité, d'amitié et les rites familiaux. C'est un moment où on se rassemble. L'énergie, en fait, si vous voulez, elle s'enracine dans la terre en vue de son repos. Hein. Elle va faire comme les graines, elle va s'enfouir, pourrir, si on veut, pour ensuite renaître au printemps. Donc c'est le moment d'accumuler les bonnes choses de l'année pour faire face au froid et à la solitude hivernale et au repos. C'est aussi le moment de remercier la terre pour ses bienfaits. Très important. Les actions de grâce, toujours. Ensuite, en mois de décembre, on a l'esbat de glace, logique. Le gel commence à être de plus en plus présent, sauf cette année, mais enfin ça c'est encore un cas particulier, qu'on appelle aussi l'esbat du chêne, en référence au roi chêne, qui va vaincre le roi Hou au solstice d'hiver dans les croyances wiccanes. Donc là, après avoir donné ses derniers bienfaits, la terre meurt. Elle renaîtra au printemps. Les racines plongent dans le monde souterrain pour s'ancrer et survivre. Donc cet esbat symbolise vraiment l'espoir, la guérison, la terre qui fait son maximum parce que la nuit supplante vraiment le jour. C'est le moment vraiment de faire des travaux, d'essayer de terminer ce qu'on a entrepris, de finir donc tout ce qu'on a commencé, aussi de se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Et aussi et toujours de développer sa spiritualité. C'est vraiment des moments d'introspection. C'est presque des moments solitaires où, tel l'ermite du Tao, on va se retirer pour voir le monde sous un autre angle. En janvier, on a l'esbat de neige. Oui, parce que chez nous, les neiges arrivent souvent en janvier, qu'on appelle aussi parfois l'esbat du loup. Alors moi, je préfère l'appeler esbat de neige tout simplement parce que les loups ont relativement disparu de chez nous. Dans l'ancien temps, les loups
au plein cœur de l'hiver, n'avaient plus rien à manger dans les forêts et s'approchaient des habitations. C'est pour ça qu'on appelle cette esba l'esba du loup, parce qu'au mois de janvier, on en voyait plus que les années, les mois, je veux dire, d'avant. Donc c'est une période qui apporte de la force, de la protection. On est en plein cœur de l'hiver, mais c'est associé à la famine, à la désolation aussi. Hein. Donc c'est le moment idéal pour planifier des projets pour le printemps à venir et pour renverser les sorts. L'énergie s'accumule, encore une fois. Donc à vous de l'accumuler dans le bon sens, si vous voulez. Hein. En février, on a ce qu'on appelle l'esba de tempête ou d'orage, parce qu'avant il y avait souvent des orages en février à cause des masses d'air différentes. Bon, je ne vais pas vous faire Evelyne Delia, je n'ai pas la prétention de pouvoir situer toutes les villes sur une carte en faisant des grands sourires et des rondes jambes. Mais en tout cas, cet esba d'orage, il apporte fortification. Il apporte des forces qui sont utiles pour affronter les obstacles de la vie. C'est généralement le mois de l'hiver le plus dur, mais c'est aussi la période d'Imbolc. Imbolc chez les Celtes qui marquait le retour de l'espoir, du printemps, hein, puisque les agneaux commencent à naître. Donc c'est les premières naissances, les premières fleurs commencent à revenir, notamment les personnages. Donc voilà, on essaye de surmonter les obstacles de la vie, comme cette frêle fleur de personnage va surmonter la couche de glace pour percer enfin et puis sortir au jour. Alors c'est le moment évidemment de faire des rituels de soutien, notamment dans le soutien professionnel. C'est le moment aussi pour la purification, pour la croissance et pour la guérison. On n'oublie pas que le mois de février, il est sous l'égide de la déesse Birgit. Il est temps de tirer des leçons des erreurs passées, hein, de pardonner, de continuer. Pardonner, pas oublier, c'est tout à fait différent. Hein. Oublier quelque chose, c'est essayer de tracer un trait dessus et le laisser derrière soi. Pardonner, c'est savoir que cette chose existe, l'accepter et faire avec. Donc le pardon, on a une notion tout à fait différente. Hein. Donc là, il est temps vraiment de tirer des leçons des erreurs passées, quitte à ce que ce soit un peu douloureux, hein. Pour continuer, se débarrasser de ces poids qui nous empêchent d'avancer. C'est le grand ménage de printemps, spirituel, si on veut. Ensuite, en mars, alors que le printemps commence à arriver, que tout commence à germer, alors espérons qu'on ait un printemps enfin cette année, on l'appelle l'esba des graines ou des semences ou l'esba chaste, l'esba de Mars donc. Alors lui, il amène vraiment l'espoir, vraiment. L'espoir qui renaît. C'est le moment idéal pour bénir les plantes, hein, puisqu'on va les planter à ce moment-là, certaines. Donc il ne faut pas hésiter à les charger à la lune pour leur apporter sa force et sa croissance. Pour préparer la terre vraiment à recevoir les semences. Ça, c'est important. Cette lune, elle est propice à l'accueil de la nouveauté. Elle est propice à l'imagination aussi. Parce qu'on n'oublie pas que l'imagination, c'est quelque chose qui est fertile. Donc voilà, c'est tout un esba qui va apporter, qui va faire grandir des choses, on va planter des graines pour que le reste les fasse sortir du sol. Au mois d'avril, nous avons enfin les fleurs qui commencent à sortir par dizaines, donc pas vraiment de surprise, celui-là on l'appelle généralement l'esba des fleurs. On l'appelle aussi l'esba d'herbe, on l'appelle aussi l'esba de vent, parce que c'est souvent des périodes qui sont un peu venteuses, hein. C'est pour ça qu'on dit en avril ne te découvre pas d'un fil. Alors ça c'est un temps vraiment de fertilité, de croissance, de sagesse, mais aussi d'insouciance, telle la petite fleur qui pointe délicatement ses pétales au vent. Donc cette lune elle est vitale et très idéale pour travailler sur l'humeur, sur les émotions et sur l'égoïsme. Et oui, hein, attention à ça. Donc si on connaît ces petits travers et qu'on veut s'en débarrasser, c'est le moment. Elle est propice au rite de confiance en soi et au rite de joie. Au mois de mai, nous avons l'esba des roses, qui est la fleur emblématique du bois de mai, qu'on appelle aussi quelquefois l'esba du lierre. Lierre qui pourtant est une plante pérenne, mais qui commence à être de plus en plus volubile et à faire de nouvelles pousses très 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 colonisatrices en mai. Donc cette lune-là, elle apporte la santé, elle apporte l'amour, elle apporte la sagesse, elle apporte l'harmonie, la romance. C'est vraiment le moment idéal pour les rites de connexion avec les autres mondes, de développement de l'intuition, d'amour et de passion. C'est très lié à Beltane finalement. Il n'y a pas de cliché inutile.
puisque les Esbats sont fortement influencés par les Sabbats quand ils en sont proches. Ensuite, au mois de juin, on a l'Esbat d'Hydromel, puisque c'était à cette période-là qu'on fabriquait l'hydromel. Tout a un sens, c'est fou. Qu'on appelle aussi l'Esbat des Dryades. Les Dryades qui étaient ces divinités de la nature gréco-romaine qui étaient attachées aux plantes, aux sources, aux forêts, aux espaces naturels. Alors cet Esbat, il apporte de l'énergie de l'amour surtout, de l'union, du succès. Il nous révèle la beauté de chaque chose. C'est le moment vraiment de prendre des décisions, d'assurer des responsabilités, de renforcer tous nos aspects positifs, de se regarder dans un miroir et de se dire « je t'aime ». Voilà. C'est pas de nombrilisme, c'est de l'amour de soi et ça c'est jamais de l'amour perdu. C'est propice au rite de protection aussi et évidemment de renforcement mental. Donc c'est un moment vraiment de joie, d'abondance, etc. Au mois de juillet, on a logiquement l'Esbat du blé, cette fameuse céréale qui commence vraiment à croître en puissance en juillet, qu'on appelle aussi l'Esbat des prés, puisque c'était vraiment la période où on voyait le plus d'animaux dans les prés. L'Esbat aussi du tonnerre, puisqu'il y a beaucoup d'orages, toujours en raison des masses d'air, au mois de juillet, aux premières chaleurs. Alors, elle amène vraiment, cette lune-là, l'enchantement, la santé, le renouveau, le succès, la force. Le soleil, il est au top. Il part de l'Ita, où là, il est vraiment, vraiment, vraiment à son zénith et il fait que croître, que croître, que croître. Les jours rallongent de plus en plus, de plus en plus. Donc c'est le moment du rêve. C'est aussi un moment de divination, à l'opposé du moment de Samhain, à l'opposé de l'entrée dans l'hiver. Mais c'est aussi un moment de méditation. Surtout sur nos objectifs spirituels. C'est particulièrement propice à tout ce qui est rite de succès, de prospérité. Mais il est aussi temps de commencer à se préparer lentement à l'automne. L'esbat du mois d'août, on l'appelle l'esbat des moissons, tout simplement, logiquement, parce que le mois d'août, c'est la période des moissons. C'est logique. Alors celui-là, je vous surprends pas si je vous dis qu'il est favorable à l'abondance, à l'agriculture et aussi aux unions. Beaucoup de mariages étaient célébrés à Lunasa. Faut pas l'oublier. Or, Lunasa tombe au début du mois d'août en général. Donc il est temps de récolter les herbes, de faire des offrandes à la terre pour la remercier. C'est aussi un moment qui est très propice au rite d'entraide, de santé, de vitalité. En septembre, on a l'esbat des chasseurs. Et ben oui, forcément, puisque c'est là où on va chasser le plus gros du gibier. Cette lune-là, elle va apporter protection, prospérité et abondance également. C'est le temps des récoltes, des rites de prospérité, d'initiation spirituelle, d'équilibre. C'est vraiment l'entrée dans l'automne, l'entrée lente dans la saison froide, mais qui encore est capable de nous donner énormément de bienfaits. On pense notamment au baies. Si vous aimez les mûres, c'est le moment d'aller en chercher. Donc on a fait le tour de notre esbat. Cependant, il peut aussi y avoir une 13e lune. Cette lune-là, elle est très particulière, elle s'appelle la lune bleue. Alors, bleue, pourquoi ? Parce qu'elle revêtait quelquefois une teinte bleutée dans le ciel, et parce qu'elle était un peu particulière. Cette lune bleue, qu'on appelle aussi la lune des sorcières, parce qu'elle était vraiment, on pensait que c'était un don fait aux sorcières et que cette lune-là, elle était propice à un sabbat énorme. C'est la seconde pleine lune qui peut apparaître dans un même mois. Ça arrive, étant donné que la lune suit un cycle d'un peu plus de 28 jours et que nos mois, sauf celui de février, oscillent entre 30 et 31 jours, et bien il arrive que quelquefois, les choses se décalent et qu'on se retrouve avec 2 pleines lunes dans un même mois. Alors, ce phénomène est relativement rare, sans être exceptionnel. Il apparaît à peu près une fois tous les 2 ans et demi. Alors, c'est un moment d'exception, qui est idéal pour entreprendre quelque chose de nouveau, ou alors de se fixer des buts dans la vie. Ce moment-là, c'est vraiment un moment où la force et la puissance des énergies sont décuplées. C'est une lune, si vous ne devez à la limite fêter qu'un seul esbat, je vous conseille de fêter celui-là. Parce que c'est un esbat qui est un petit peu hors du commun et qui sort des sentiers battus. Et peu importe le mois dans lequel il apparaît, alors évidemment il apparaît jamais en février, ça paraît logique. Puisque
que février, il est au maximum 29 jours, donc c'est impossible. Mais quel que soit le mois dans lequel il apparaisse, il apporte énormément d'énergie et de puissance. Alors, maintenant qu'on a fait le tour des particularités de ces esbats, on va voir un petit peu comment les fêter, parce que c'est bien joli de savoir ce qu'ils signifient, mais il faut aussi savoir, oui d'accord, c'est sympa, mais on fait quoi ces jours-là? Alors, ça peut être des choses très simples, ça peut être des méditations, ça peut être une prière à la lune, ça peut être un moment où on va laisser les cristaux, les amulettes lunaires se recharger, tout ce qui est en argent, tout ce qui est en cristal de roche, tout ce qui est en labradorite, en pierre de lune, puisque la pierre de lune et la labradorite sont quasiment identiques au point de vue géologique. Ça peut être la sélénite, ça peut être toutes ces pierres-là. Ne mettez pas, par exemple, une pierre de soleil chargée sous la pleine lune, ça aurait aucun sens. Ou une pyrite. Ce serait complètement anachronique, si vous voulez. On peut aussi recharger les instruments de divination. Charger les boules de cristal, les jeux de tarot, les miroirs, si vous en utilisez. Enfin bref, tout ce que vous utilisez pour la divination. On peut charger aussi toutes les amulettes qui sont liées au pouvoir de la lune. Si vous avez fait des amulettes d'amour, si vous avez fait des amulettes de rêve, si vous avez fait des choses donc en lien avec la puissance lunaire. Donc c'est le moment de les sortir. Attention, si vous faites ça, à bien penser de les rentrer avant le lever du soleil. Sinon ça sert à rien. On est d'accord. Alors sinon, si vous voulez faire une grande célébration, un petit exemple d'esbat type. Alors après, ce que je vous dis là, c'est un exemple. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre à la lettre. C'est un déroulement. Après, à vous de voir si vous souhaitez en enlever certaines parties, en rajouter, comme vous voulez. Bref, généralement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer par une mise en condition. Alors, on va se purifier, on va se relaxer. On peut aussi faire une méditation sur la lune, sur le moment. Donc en fonction de ce qu'on vient de voir, en fonction des dates, voilà, on arrive à ce moment de l'année, qu'est-ce que ça représente pour nous, on peut faire une petite méditation là-dessus. Si on veut faire un rituel, on va purifier l'espace rituel. Vous n'allez pas faire ça sur la table du salon pleine de miettes de pizza, on est d'accord. Ensuite, on peut tracer le cercle, on peut accueillir les éléments. Si on veut travailler avec des divinités lunaires qui sont en lien avec la lune en question, avec la phase avec laquelle on travaille, admettons que vous voulez fêter l'esbat du chasseur, il serait peut-être logique de travailler avec Athéna, vous voyez, qui est à la fois une divinité lunaire et une divinité qui peut être liée à la chasse, ou mieux encore, avec Artémis, qui est, elle, une divinité carrément lunaire, carrément liée à la chasse. Artémis, c'est vraiment la déesse à fêter au moment de l'esbat des chasseurs. Si vous travaillez plutôt dans un autre sabbat, essayez de voir dans notre esba, pardon, je dis n'importe quoi. Essayez de voir quelle divinité vous pouvez invoquer à ce moment-là, ou tout simplement invoquer la lune elle-même. Vous pouvez réciter une déclaration d'intention, une prière que vous avez écrite déjà, vous avez improvisé. Vous pouvez chanter, vous pouvez faire une invocation, comme vous voulez. C'est le moment de faire de la musique aussi. Ensuite, vous pouvez faire une symbolisation de l'harmonisation du masculin et du féminin. Je sais que ce sont des célébrations toujours féminines, mais moi j'aime bien toujours inclure du masculin, parce que je pense que la polarité entre le masculin et le féminin est toujours importante, quel que soit le moment où on travaille. Donc cette union du masculin et du féminin, elle va représenter l'harmonie entre ces deux polarités, et surtout l'union de ces énergies en soi. On a tous un côté masculin, un côté féminin. Pas la peine de le rejeter. Ensuite, vous pouvez passer à la célébration proprement dite. Alors cette célébration, si vous voulez, vous pouvez faire des lectures. Alors ça, c'est souvent super intéressant, surtout quand on est à plusieurs. Si vous avez par exemple choisi une divinité en particulier, vous pouvez lire un des passages de sa mythologie. Vous pouvez lire des contes qui sont en lien avec la lune. Vous pouvez encore une fois chanter. C'est encore le moment de faire de la musique. On peut aussi faire une visualisation lunaire. On peut discuter de cette phase, dire ensemble ce qu'elle représente pour chacun d'entre vous. Si vous êtes à plusieurs. Si vous êtes tout seul, vous pouvez le faire tout seul aussi. Parler tout seul, ça n'a jamais tué personne, bien au contraire. Ensuite, vous pouvez appeler les énergies et vous pouvez accomplir des rituels. C'est le moment. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça,
une fois que vous avez levé le cercle, que vous avez remercié les éléments et tout ça, pensez bien à vous ancrer. Alors l'ancrage, c'est le moment où on revient à un état normal, à un état profane. Et alors je vais faire ma grosse morphalou encore en parlant de ça, mais c'est le moment de manger et de boire. Alors on peut manger des petits gâteaux qu'on a spécialement confectionnés pour ça, des petits gâteaux de lune. J'en ai une petite recette, si ça vous intéresse, je la mettrai sur le blog, qui sont très très bons d'ailleurs. On peut aussi boire une boisson qui est associée à la lune. Si vous fêtez la lune d'hydromel, ce serait peut-être le moment de boire de l'hydromel par exemple. Vous pouvez boire de l'hypocrase, vous pouvez boire des infusions, l'infusion d'armoise par exemple, qui est une plante lunaire. Alors attention, si vous êtes enceinte, l'armoise c'est déconseillé. Renseignez-vous bien avant d'ingérer des plantes. Comme je le dis toujours, c'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif, bien au contraire. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous avez donc célébré un Esba. Alors attention, encore une fois, tout ça, ça peut être simplifié. Vous pouvez faire juste une méditation et un salut de la pleine lune. C'est un Esba suffisant. Alors, si vous voulez dresser un autel pour cette célébration, idéalement, vous mettrez sur cet autel une nappe noire qui va symboliser le ciel nocturne dans lequel on voit la lune. Encore une fois, les matériaux naturels sont les mieux. Je vous recommande la soie sauvage. C'est pas très cher, moins cher que la soie. Et c'est quand même quelque chose de très lié à la lune, parce que je vous rappelle au passage que la soie, en fait, c'est la sécrétion qui vient d'une chenille qui s'appelle le bombix du mûrier. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être terrifiés à cette idée, qui vont dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, en fait je porte du produit de derrière de chenilles autour du cou. Non, pas du tout. En fait c'est ceux avec quoi elles font leur chrysalide, elles font leur cocon. Donc la soie, elle a une notion de transformation, de renaissance qui colle bien, je trouve, avec la symbolique de la lune. Donc moi j'utilise de la soie noire dans ce but-là. Vous pouvez mettre sur votre autel jusqu'à 4 bougies, bleues, blanches et 2 argentées, pour représenter les phases lunaires. La bleue, ou vous pouvez même en mettre une noire pour la nouvelle lune. Les 2 blanches pour les phases croissantes et décroissantes. Et l'argentée donc pour la pleine lune. Et vous pouvez aussi y mettre vos outils de divination naturellement. Alors si vous voulez faire brûler un encens, je vous conseille de confectionner un encens lunaire. À base de résine de benjoin, par exemple, vous pouvez mélanger des plantes comme le pavot, l'armoise, l'eucalyptus, le jasmin. Ce sont toutes des plantes qui sont dédiées à la lune et qui en plus sentent drôlement bon. Vous pouvez vous essayer à faire un premier encens maison comme ça. Donc, n'oubliez pas aussi que toutes les pleines lunes, bon certaines n'y sont plus favorables que d'autres, mais toutes les pleines lunes sont relativement favorables à la divination et en particulier à la cristallomancie, à la fameuse boule de cristal. Donc ça, ne l'oubliez pas. Donc voilà, j'espère vous avoir un petit peu plus éclairé sur ces fameuses Esba que l'on est relativement peu à fêter et qui sont des fois un peu contraignantes parce qu'on travaille le lendemain, parce que voilà, on est pris dans notre vie profane, mais qui peuvent être des moments quand même relativement sympas à célébrer en groupe ou même seul. Donc voilà, si vous avez envie de le faire, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques idées. Je vous remercie de m'avoir entendu jusqu'au bout et puis à très bientôt. Salut!